Messieurs, nous recevons maintenant Madame Sophie Svaton et Monsieur Clément Cailleul. C'est Alexandre Laurent-Duhamel qui sera le modérateur. Bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Pour les autres, j'espère que le repas a été digne de l'événement. Donc, comme vous avez pu, comme ceux qui étaient présents ce matin, ont pu le constater, on a abordé plusieurs sujets ce matin. On a abordé le sujet déjà de l'angle européen au sens large, la question des expérimentations qui ont lieu en Europe, qui ont lieu ailleurs dans le monde, comment les différents mouvements des pays européens sont saisis du sujet du revenu universel. Et puis dans la seconde table ronde de la matinée, on a parlé du revenu, la question du revenu agricole et des enjeux liés justement à la vie des agriculteurs et aux difficultés en termes des difficultés financières que ça peut rencontrer, qu'ils peuvent rencontrer. Et maintenant, pour ceux qui ont pu voir le programme, nombreux j'espère, on va aborder le sujet du RTE, le revenu de transition écologique, avec Sophie Svaton. Donc Sophie, vous êtes économiste, philosophe, maître d'enseignement et de recherche en philosophie économique et en durabilité opérationnelle à l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne, où vous enseignez. Je ne suis pas sûr d'avoir tout bon, mais j'espère. Et vous êtes également, vous avez une autre fonction, un autre rôle de présidente de la Fondation Zoein, qui vient en soutien des initiatives écologiques et solidaires en Suisse, notamment, puisqu'elle porte aussi sur le soutien d'autres initiatives qu'on a dans d'autres pays. On va également parler du minimum social garanti, le projet mené en cours à Grande-Synthe, dans la ville de Grande-Synthe, dans le département du Nord, avec Clément Cailleul. Clément Cailleul, vous êtes vous doctorant en socio-économie. Vous pourrez nous expliquer cet aspect-là des sciences sociales. Et puis, à l'université, vous êtes à l'université de Lille et vous travaillez sur les expérimentations de revenus de base. C'est plutôt à propos, je trouve, aujourd'hui. Et vous travaillez donc en lien avec Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, puisque vous travaillez sur ce projet. Je vais d'emblée laisser la parole à Sophie. Merci beaucoup, Alexandre. Oui, vas-y. Parfait. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment à André Fété pour cette intervention, cette invitation aujourd'hui. Je suis très contente de participer à ce colloque et à ces discussions. Alors, je commencerai tout de suite en relevant la multiplicité des définitions et des approches du revenu de base inconditionnel tel que cela a déjà été souligné ce matin. Mon option n'est pas d'opposer, faire du pour, du contre, mais d'essayer ou de resituer, comme on l'a vu également ce matin dans différents contextes, d'essayer de comprendre un petit peu un positionnement pour vous exposer ce que pourrait être une proposition de revenu de transition écologique, enfin ce qu'est cette proposition. Alors, toujours en guise de préambule, on a vu ce matin, ce qui a été rapidement aussi évoqué, c'est de dire qu'on parmi les différentes approches du revenu de base inconditionnel, il y aurait une approche plutôt débat d'idées, idéologue, on va dire aussi un petit peu, donc débat d'idées, version expérimentation. Donc ça tombe bien, on verra ça aussi cet après-midi, enfin tout à l'heure, tout de suite avec Clément Cailleul. Et le mot a été prononcé aussi sur site de saturation. Donc l'expérimentation, on l'a vu avec Sauvons l'Europe aussi, donc c'est un terme que j'ai retenu. Donc est-ce que le RBI est juste un débat d'idées ou est-ce qu'il faut l'expérimenter? Ça, c'est un premier niveau. Ce débat d'idées, pour aussi vous préciser de quel point de vue je parle, j'ai fait une thèse il y a plus de 10 ans, 12 ans, sur, à l'époque, on parlait d'allocation universelle, un terme employé, basic income, par Philippe Van Parijs, dont on a aussi entendu parler beaucoup depuis ce matin aussi. C'est les arguments qu'on a entendus qui étaient relevés dans les années 90 pour la lutte contre le chômage, la précarité, la pauvreté, valent toujours malheureusement 15 ans après. C'est des arguments qui n'ont pas disparu. Donc ce débat d'idées, il était très très présent, très actif il y a 20 ans. On entendait beaucoup moins parler d'expérimentation.
Ce qu'il y a de nouveau, je dirais plutôt 20 ans, 30 ans après, en 2017, alors nouveau, c'est le MFRB, bien sûr, la création du mouvement français pour un revenu de base, et d'autres arguments, on les a aussi relevés ce matin, du type du numérique, du type de l'intelligence artificielle, de la robotisation, de cette problématique aussi de l'emploi et de qu'est-ce qui va advenir aussi au niveau de l'évolution sociétale. Donc ça, c'est le premier niveau, expérimenter au débat d'idées. Deuxième niveau, je dirais aussi dans ce que je relève, dans cette évolution, dans cette approche, c'est au niveau de l'état social, de nos états-providence. Qu'en est-il du système de protection sociale ? Et ce qu'on voit, alors je ne cherche pas à les opposer, mais quand même, il y a deux visions un peu différentes de la manière dont on doit l'appréhender. Une des visions, et qu'on retrouve après au sein des théoriciens du revenu de base, c'est de se dire qu'il faut complètement réformer le système en place. Il ne suffit pas, il n'est plus pensé pour répondre aujourd'hui aux problématiques telles qu'elles se posent de précarité, de lutte contre le chômage, etc. Donc une optique de refonte totale, y compris fiscale. Donc on revoit la protection sociale et peut-être imaginer une flat tax, donc on essaie de mélanger les deux. Et puis il y a une deuxième approche qui est de dire qu'il faudrait au contraire peut-être adopter une stratégie de réforme à l'intérieur du système en place, où on maintient quand même encore ce socle-là et on voit qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur, en ajoutant ou en réformant, une proposition plutôt réformiste. Et puis, troisième niveau, je crois qu'il est fondamental, il a été relevé ce matin, c'est la perspective du travail. Et là, je crois qu'il faut mettre les pieds dans le plat. Il faut y aller. C'est pas pareil revenu, c'est pas pareil travail, c'est pas emploi. De quoi est-ce qu'on parle ? On a dit, j'ai entendu le mot ce matin, au cœur du débat. Le travail, il y a aussi, là encore, deux manières de l'appréhender. Soit on considère que c'est dépassé, que le travail est obsolète. Et je l'entends depuis les années 90 et 80. Donc c'est de dire, on attend, c'était les arguments de dire une société de pleine activité, une société de partage, de temps de travail choisi. Donc le travail est dépassé, il n'y en a plus, il n'y en aura plus assez pour tout le monde, c'est terminé. Très bien. Soit c'est une autre option qui dit non, le travail, l'emploi, c'est un droit. Là, on est aussi dans les conséquences du rapport Sierug, qui avait été commandité en 2016 par le ministre à l'époque, et de dire le travail, c'est un droit. Et qu'on le veuille ou non, ça reste un facteur d'intégration sociale. Et donc le travail comme droit A, et on ne peut pas abandonner cette clause du travail. Ce qui pose problème, on l'a vu aussi dans les débats avec les agriculteurs. C'est pas facile de lâcher. Et ça se remet sur la clause d'inconditionnalité. Donc si vous me suivez, que vous êtes d'accord sur ces trois niveaux que j'ai repérés depuis ce matin, je vais maintenant me positionner. Je prends un peu de temps pour faire cet état des lieux, mais pour que vous compreniez l'intérieur du débat. Parce que ce que je pense le plus important au fond, c'est pas tant de dire oui, non, qui a raison, peu importe. C'est quand même de pouvoir identifier, on a besoin de biodiversité culturelle aussi, mais pas pour la monoculture. Donc c'est important d'avoir un panel différent. Mais ce qui est important, c'est aussi de positionner sa posture épistémologique, sa posture de chercheur, quand on fait une recherche, pour dire dans quel sillage on se situe. Alors, sur ce passage-là, deux points. Le premier dans lequel je me situe, c'est celui de la transition écologique et solidaire. On a entendu le mot ce matin, écologique, mais on ne l'a pas forcément traité. C'est quoi cette problématique écologique et solidaire ? Et là, je vais peut-être vous faire peur, 2 minutes, mais ce n'est pas grave. J'ai décidé de mettre les pieds dans le plat cet après-midi sur toutes les problématiques. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être dans le déni. Mais aujourd'hui, 4 des 9 limites planétaires sont dépassées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas pris l'ampleur du mesure du désastre qui s'annonce devant nous. On n'est plus dans le cadre des années 90. Je vous rappelle, les années 90, on parlait de développement durable. On y croyait tous. Mon collègue Dominique Bourg a défendu le développement durable. Il y croyait dur comme fer. On pensait que ça pourrait marcher. On est en 2018. Ça ne marche plus. On a compris, et là je me base sur tous les rapports scientifiques, ça va être très compliqué pour nous. Dans la situation dans laquelle on est, elle est très courte. On a besoin de transiter rapidement. Donc j'assume ce point de vue temporel important quand on recontextualise sur le débat d'idées. Oui, moi j'adore, je suis philosophe de formation, je peux débattre des heures. Mais est-ce qu'on a le luxe et le temps de débattre ? Pour que vous compreniez bien la proposition, d'accord ? Et le lien au travail et la suite. Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre autant ? Il faut regarder le rapport du GIEC, c'est assez effrayant sur les 4 scénarios. Et encore, ils n'ont pas voulu alerter la population. Sans rien faire,
on sera déjà à des émissions à 1,3, sans rien faire. Si on se met à faire les marmottes à hiberner, ça va quand même accélérer. C'est des insectes, leur masse diminue de 2,5% par an. Les océans, 40% n'absorbent plus de CO2. Donc vous dites, bon, c'est quoi ces chiffres? Concrètement, ça veut dire que sur toutes les zones à l'Est, on va avoir des villes avec des températures de plus 50 degrés. Ça veut dire qu'on va avoir un problème de sécurité alimentaire. Et ça veut dire que tout ce que vous avez vu là, c'est une catastrophe. Comment est-ce qu'on va faire pour alimenter tout le monde? La problématique, elle est là. Elle est de ROI, énergie, le taux d'investissement énergétique. Si on se met tous à rouler en Tesla ou à faire des éoliennes, ça ne suffira pas. Pour faire une éolienne, il faut de l'acier. Pour faire de l'acier, il faut creuser dans le sol. Pour faire creuser dans le sol, il faut des techniques. Donc il y a bien une question de justice sociale et environnementale où on met la priorité. Si on peut encore agir sur qu'est-ce qu'on met, sur quoi on avance, qu'est-ce qui doit être prioritaire. Est-ce que c'est de nourrir des vaches avec du blé ou est-ce qu'on va nourrir pas directement des hommes avec du blé? S'il faut 7 kilos de blé pour nourrir une vache, où est-ce qu'on le met? Quel type de semence? Donc vous voyez, ce débat-là, il n'est pas décloisonné. Quand on prend en compte, et je viens du social, je ne viens pas de l'environnemental, mais je ne peux pas gommer ce que je vois avec mes collègues et je ne veux pas nier les rapports qui sortent tous les jours. Donc quand on lit ça, c'est une urgence et je dirais que ce point il est fondamental. On n'est plus dans les années 90. On doit prendre en compte le contexte, ça a été posé ce matin, le contexte socio-économique, oui, mais aussi le contexte écologique. Et voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le travail. Je pense que le travail, c'est pas pareil qu'emploi rémunéré. Il faut savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, on planche. Aujourd'hui, on travaille. Et ici, mieux que personne, on sait la valeur du travail, le travail symbolique. Et qu'on le veuille ou non, encore, au niveau de la société, qu'on le veuille ou non, bien sûr, je serais pour ne plus travailler, mais on est dans une société où le travail reste important. Et qu'on le veuille ou non, il reste un facteur d'intégration sociale important. Je vous renvoie à l'excellent livre de Jean-Noël Giraud sur l'homme inutile. Je vous renvoie aussi au rapport Carmonde, au rapport des précaires. Ce qui demande, c'est pas forcément, d'où l'ambiguïté qu'on a vu tout à l'heure et qu'on voit aussi au niveau des collectifs de précaires. Ce qu'ils veulent, c'est de l'empowerment en bon français. C'est une appartenance, c'est une intégration, c'est pas de l'assistanat. Et le RBI là-dessus, peut-être ne répond pas forcément à l'enjeu. C'est aussi d'être intégré dans la société. La pauvreté, c'est pas simplement monétaire, on le sait. Dans tous les rapports, SAIN est passé par là. C'est aussi une question de capacité, d'aptitude, de tissu social, de relation aux autres, d'alimentation. Qui a les moyens de manger du bio? Voilà. Donc, mon hypothèse, c'est qu'il faut allier l'écologique et le social. Ce n'est pas d'opposer des visions, c'est de dire comment on rassemble sous un impératif de transition écologique et solidaire. Alors sur ce point, je dirais que les limites, puisque c'est le titre du colloque, enjeu ou défi du revenu de base inconditionnel, alors on pourrait le positionner sous la forme de défi, je dirais que l'écologie, à mon sens, dans le renouveau 2017, au niveau des arguments, le coche est un petit peu raté. Un peu beaucoup. Parce que dans les arguments mis en place, l'écologie est une entrée parmi d'autres. Donc on peut choisir cette entrée-là, on peut en choisir d'autres. Mais le revenu de base inconditionnel peut aussi servir à lancer la croissance. Ça aussi, c'est un mot tabou, la croissance, la production, le modèle productiviste. Donc comment est-ce qu'on met la priorité? Donc sur l'écologie, sur cet impératif-là, il n'y a pas. Et on le voit au niveau du financement. Ça a encore été reprécisé ce matin. L'Alaska, les puits de pétrole, c'est le modèle de Van Parijs depuis les années 80. Est-ce qu'on n'arrive pas à changer sur les argumentations et à envisager un autre financement que de proposer l'Alaska avec un modèle des puits de pétrole? Alors les monnaies monétaires, pourquoi pas, mais aussi des activités qui aient une cohérence aussi avec le contexte dans lequel on se situe. De plus simplement être dans une philosophie de Thomas Paine, la Terre nous appartient, on y a le droit, mais non, de se dire on appartient aussi à la Terre. Et c'est nous, c'est en tant qu'espèce humaine, c'est pas juste aussi un débat d'idées, c'est comment est-ce qu'on va arriver là-dessus, à se renouveler et avoir des actions importantes. Donc voilà, autre chose, en limite aussi, il faut faire attention, c'est juste sur la partie monétaire. On l'a vu ce matin aussi, souvent très technique, de ne pas tomber juste dans une dimension monétaire seule. Comment est-ce qu'on peut arriver juste en versant 200 €, 400 €, 2000 €? Alors en Suisse, vivre avec moins de 3000 balles, c'est compliqué. 3000 francs, c'est pour répondre aux 2300 francs. Effectivement, c'est compliqué. Pour se loger un studio, on est à 800 francs par mois, 1000 francs. Et il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a pas de complémentaire. Donc compliqué, c'est pour ça aussi. Et puis, quelque chose qui est versé individuellement. C'est-à-dire que c'est versé à des individus uniquement. Et là où j'ai envie de contextualiser encore, c'est que versé à des individus avec ce risque de démantèlement de l'État social qui est récupéré. On l'a dit, on est dans un contexte, là encore, politique extrêmement néolibéral. C'est pas moi qui l'ai dit, ça a été relevé également.
Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est protéger les forêts. On est dans un monde dans lequel on élit des présidents au Brésil dont leur programme politique est de foutre en l'air la forêt. Vous voyez le contexte? Le RBI, c'est un outil. Mais au service de quelle finalité, de quelle société? Donc ça ne suffit pas de poser les arguments. C'est de se dire, c'est un outil, mais ça doit être un outil pour les politiques publiques. Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Et pas simplement de poser l'outil avec les différentes modalités. C'est d'avoir le courage de porter des valeurs pour un projet de société et de définir quel est ce projet de société. Et du coup, l'outil peut ensuite s'adapter. Et cette société, elle doit être durable, avec une activité importante et d'être capable de mesurer aussi cet impact social et écologique. Je crois que c'est important. Je dirais juste au passage que par rapport à la robotisation, le revenu de base inconditionnel est aussi défendu par les promoteurs de Tesla, par ceux qui ne croient plus aussi au travail, par ceux qui pensent qu'il y aura plein d'hommes inutiles, de femmes inutiles, et qu'il n'y a plus d'emploi pour tout le monde, et qu'il faut surtout la paix sociale. Et ça peut aussi être traduit par une forme d'acheter une paix sociale, où on n'est plus impliqué dans la société, et surtout romantique des peuples, des jeux. Et ça, c'est un petit peu dangereux. Voilà. Sur cette perspective de visée où on a besoin de toutes les forces, de toutes les compétences, je trouve qu'il faut être très vigilant sur la donne libérale qui est extrêmement forte en ce moment. Et donc de se méfier des récupérations possibles de cet outil qui doit être au service, on l'a dit, d'un aspect digne, de la liberté, mais qu'on lui donne les moyens de sa mise en œuvre. Alors comment? J'ai dépassé beaucoup là. Ça va? Il me reste combien de temps? 8 minutes. Ah, ça va. 8 minutes, max, très bien. Alors, comment? Le mot qui m'a plu ce matin, j'ai envie de dire, c'est le mot, je ne sais pas s'il a été dit, mais on a parlé, oui, de communes. Je dirais le territoire. Ça, c'est un mot qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on peut agir? On n'est plus non plus, je vous parle de politique publique d'horizontalité, ça ne marche plus le top-down. Même si on a des jolis débats, hein, voilà, il faudrait quand même réfléchir aussi en ce moment comment est-ce qu'on peut agir sur un territoire. Et comment, je dirais, avec une éthique que je qualifierais tout de suite des communs, avec une filiation aussi intéressante. Hein. Avant que je vous propose ma mesure, je prends des pincettes pour vous présenter le projet de société avant d'arriver à la mesure, mais avec, je dirais, une philosophie héritée du 19e, du coopérativisme, d'une vision décentralisée, dans une tradition plutôt girondine, de décentralisation, et je dirais de philosophie de la personne, d'aller au plus près de la personne, de son épanouissement, pour le penser en interdépendance avec son milieu. Donc il ne s'agit pas d'opposer l'homme à la société, ni la société à l'homme, mais de penser que les deux interagissent mutuellement. On est dans un écosystème sociétal, on est là-dedans. Donc une fois qu'on a posé ça, que vous me suivez ou pas, mais en tout cas j'aurais pris des pincettes, et donc on a la moitié de la présentation, j'aimerais vous présenter du coup la proposition, le dispositif d'un revenu de transition écologique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, tout de suite, pour ne pas simplement proposer un outil en soi, mais pour servir et accélérer cette transition écologique et solidaire, sachant que ce n'est pas folichon ce qui nous attend. Donc, comment aider ces collectifs? Comment aider les initiatives qui existent déjà à l'heure actuelle, mais qui ne s'en sortent pas? On l'a vu, on a parlé de maraîchers cet après-midi. Les maraîchers, ils n'ont même pas une aide de la PAC. Ils n'ont pas d'aide. Alors moi, je m'adresse à eux. Voilà, je pense à tous ces systèmes, à tous ces métiers de la transition. Et je propose un dispositif qui inclut un revenu monétaire. C'est très important. On a besoin de revenus monétaires pour transiter, bien sûr. Revenu, mais on peut après réfléchir aux modalités du revenu. Un revenu. Deuxièmement, ça ne suffit pas un revenu. C'est de se dire par quoi on commence. Un agriculteur qui voudrait transiter, il fait comment pour passer? Alors, on a parlé du glyphosate, il y a pire encore que le glyphosate. Mais bon, peu importe. Si on veut être durable, faire du bio, comment est-ce qu'on fait? Donc, deuxièmement, il faut un accompagnement. Ça ne suffit pas un revenu seul. Donc, proposer un accompagnement. Et troisièmement, c'est aussi ne pas rester seul. Les individus, ce qu'ils demandent aussi, c'est qu'on fait les autres. Comment est-ce qu'on peut mutualiser nos forces? Comment engager le dialogue? Et donc, troisièmement, c'est un côté de mutualisation, de mise en réseau. Et donc d'adhésion à ce que j'appelle une structure démocratique au sens large du terme. Donc repenser la citoyenneté aussi, à partir des engagements, à partir de ces initiatives. Voilà, donc ça c'est pour le dispositif. Alors ce qui se passe, vous me direz comment est-ce qu'on le finance? Alors comment on le finance? Là aussi, une fois encore, sans rentrer dans les détails techniques, et puis je vais proposer ensuite un modèle économique, on aurait pu tout à fait faire une expérimentation ou étendre le RSA actuel, le transformer en RTE, sur les 18-25 ans. Et là, on n'est plus dans un coût à 375 milliards, mais on est à 5 milliards d'euros, par exemple, si on voulait faire cette mesure sur les jeunes, par exemple.
On peut avoir, là encore, hein, des systèmes de financement avec des monnaies complémentaires. On peut imaginer un système de taxes aussi, écologique ou taxe carbone, dont les fonds seraient redistribués pour alimenter, percevoir des revenus de transition écologique. Et là, je fais écho direct aux gilets jaunes. C'est parce qu'il n'y a pas la prise en compte de mesures sociales. C'est comme ça qu'on en est là aussi. Parce qu'on a dissocié le social et l'écologique. Il est bien sûr, tous les économistes savent que la taxe carbone, c'est ce qu'il faut. Mais à qui elle s'adresse et comment elle s'adresse? Donc c'est important d'avoir des mesures complémentaires, mais aussi de soutien direct et concret. Et donc ce qui se passe quand j'ai présenté ce revenu, enfin ce dispositif, c'est que maintenant la question qui se pose, c'est que je suis souvent contactée en me disant « Très bien, parfait. Madame Swatton, votre modèle, il nous plaît, c'est intéressant, c'est bien. Ça pourrait permettre justement d'être un entre-deux, avoir une société où on pourrait arriver à un revenu de base inconditionnel. Donc on conditionne. Hein. Quand j'ai dit un revenu, le mot important, c'est que ce revenu, il est conditionné à une activité, à un impact sociétal, environnemental. Il est conditionné. Ou alors, si vous préférez, il est inconditionnel, pourquoi pas, mais sous réserve. C'est ce que dit mon ami Fred Bosquet de l'entreprise Terra, qui défend l'idée d'un revenu d'autonomie, c'est de dire inconditionnel, pourquoi, mais à condition qu'on reste dans ce donut hein, de l'économiste, des limites planétaires, à condition qu'il rentre, ou dans les objectifs de développement durable, à condition qu'il rentre dans une empreinte écologique faible, dans une activité, bien sûr, économique, sociétale, mais qui ne permette pas de sortir, qui ne contribue pas à détériorer l'état de la planète. Ça, c'est fondamental. Parce que je pense qu'on n'a pas le temps d'agir autrement. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Et j'assume complètement de le conditionner en attendant, en étape intermédiaire. Pourquoi pas dans la lignée d'Atkinson, hein, qui défendait son participation income, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans une logique d'urgence et de priorité, qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas autre chose plus tard. Mais pour l'instant, s'il faut choisir, voilà peut-être comment il faudrait le mettre en œuvre. Alors, quand on me sollicite en me disant « Ok, c'est super, etc. », mais souvent, on me demande « Mais comment on fait ? Concrètement, vos 3 critères, comment on fait ? » Et quand je suis sollicitée, c'est souvent par des territoires. Ça peut partir d'une commune, d'une ville, d'une mairie, d'un collectif en 3 minutes. Et j'arrêterai là, je ferai la transition avec mon collègue. Et donc, c'est de dire... ouais, exactement. Et donc, l'un des modèles économiques, c'est de dire, puisque je vous ai parlé de cette filiation, de cette approche un petit peu historique et dans la lignée des préceptes de l'économie sociale et solidaire, hein, Jean-Louis Laville a aussi beaucoup travaillé sur le modèle un petit peu associatif et la manière de reconnecter l'économique et le politique, de redonner de la force politique à ces structures-là, ce serait de créer des coopératives de transition écologique. Et d'imaginer, à échelle d'un territoire, la création de coopératives de transition écologique sous la forme, alors en France, on a un très bon statut juridique, celui de SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, extrêmement intéressant, qui prend en compte différents collèges, jusqu'à 10 collèges possibles. Donc on pourrait imaginer, alors je ne vous ai pas encore fait un super slide derrière, on aurait pu imaginer un super coopérative de transition dans laquelle vous verriez dessous différents collèges qui pourraient être coopératives d'activité et d'emploi, en modèle d'association démocratique, la 3e clause, qui pourraient être des coopératives d'habitation, qui pourraient être des territoires zéro chômeur de longue durée, avec lesquels je travaille aussi, qui produisent des entreprises à but d'emploi. Il pourrait y avoir des pôles de coopération territoriale économique. On pourrait imaginer des collectivités, d'autres types d'entreprises, des banques, NEF, type crédit coopératif. Donc différents collèges auxquels, donc des personnes morales, auxquelles des personnes physiques adhéreraient. Et donc, le revenu de transition écologique serait reversé par une coopérative de transition écologique à des personnes physiques, d'accord, à travers des entreprises morales. Et qu'est-ce qu'on fait là? On développe, vous dites, mais comment ça marche? Ben oui, c'est un investissement comme une entreprise, en capital humain, bien sûr. Et aussi, comme toute entreprise, on investit pour créer les conditions d'employabilité de ces personnes. Aujourd'hui, on parle de travail, on parle d'emploi rémunéré. Il y a énormément d'activités. On l'a dit avec le travail des femmes à la maison, etc., ce que ça génère. Il y a énormément d'activités qui pourraient être comptabilisées, qui ne le sont pas. On a de la permaculture en forêt, on a de l'agroécologie, on a énormément d'initiatives. L'idée, c'est de créer les conditions d'employabilité des personnes qui souhaitent développer ces initiatives. Voilà. Et donc, en créant ça, on permet d'alimenter, donc il y a un vrai modèle économique, je n'ai pas le temps de le développer, mais l'idée, c'est de réassocier l'écologique, le social, le travail choisi plutôt que subi, et un travail choisi plutôt qu'un loisir subi, à mon sens, il est beaucoup plus épanouissant, et il est encore facteur d'intégration. Donc, en conclusion, s'il me reste quoi, 15 secondes ?
0. Alors, en conclusion, on pourrait dire que, un revenu de transition écologique par rapport à un revenu de base, je ne vais pas les opposer. Je dirais que l'idée, c'est de partir, d'assumer une posture, d'accord, je l'ai dit, épistémologique, de partir peut-être de quelque chose d'étroit, transition écologique et solidaire, le travail, mais vers des déclinaisons multiformes. Le RBI, faisons attention qu'en ouvrant trop le nombre d'arguments, sans prendre, on aboutisse à une seule mesure unique qui séduise de tous les côtés, peut-être pas forcément pour la bonne cause. Donc méfions-nous, définissons le projet de société et essayons d'imaginer une nouvelle forme de recherche-action, d'horizontalité des politiques publiques qui permettent d'inclure les différentes parties prenantes et les structures qui déjà sont à l'œuvre et permettent de nous faire sortir de l'impasse et d'accélérer la transition écologique et solidaire. Je vous remercie. Merci Sophie. Vous l'aurez compris, on essaie d'élargir un peu le prisme et de regarder un peu autour de ce qui se fait, enfin, ce qui est en train d'être réfléchi sur les questions de revenus, sur les questions sociales et également sur les questions écologiques. Pour répondre à ce même objectif, on va parler maintenant, on va laisser parler Monsieur Clément Cailleul du projet de revenu de minimum social garanti en cours de construction à Grande-Synthe. Oui. Merci Alexandre, merci Sophie pour cette présentation. Je voulais remercier aussi les organisateurs de ce colloque et excuser donc la non-présence de Damien Carême qui est très occupé en ce moment et qui donc n'a pas pu malheureusement venir ce jour-là. C'est donc moi et je vais vous expliquer en quel nom je viens ici vous présenter le projet Grand-Saintois. Donc c'est en janvier 2018 que Damien Carême, donc élu écologiste de la ville de Grande-Synthe dans le Nord, donc dans l'agglomération dunkerquoise, a annoncé qu'il voulait expérimenter la mesure, donc un revenu de base. Il s'est dit à ce moment-là qu'il allait engager un doctorant pour travailler là-dessus. Je reviendrai sur cette posture du doctorant intégré dans une mairie, parce que c'est la posture que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je fais de la recherche en socio-économie, ce qui est déjà une posture hétérodoxe dans le champ universitaire français, et en plus intégré dans une collectivité. Donc moi, je me pose en socio-économie dans une analyse critique des expérimentations de revenus de base. Donc vous me direz, pourquoi prendre ce mec-là alors pour travailler sur une expérimentation? Justement, pour développer en fait une méthodologie innovante et finalement différente d'expérimentation, qui est ancrée sur un territoire, Sophie en parlait très bien, et avec le contexte local. Donc c'est ça, je veux un peu m'ériger contre les économistes purement scientifiques et qui défendent une approche très technique du revenu de base et des expérimentations pour arriver dans une perspective politique, historique, plus humble, qui dit finalement on va croiser les différentes offres des sciences sociales avec les acteurs de terrain pour dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc je travaille beaucoup sur les expérimentations passées et en cours, leur méthodologie, la question donc de comment l'expérimentation sociale est pensée aujourd'hui en économie, mais ça j'y reviendrai pas particulièrement pendant ma présentation et je laisserai ça plutôt à la discussion. Donc je présuppose dans cette posture donc, de recherche que le contexte local, culturel, politique et surtout d'imaginaire, parce que la question de l'imaginaire quand on parle de transition et de changement de société, pour moi elle doit être centrale. C'est pas uniquement changer de système productif, de système de redistribution, c'est changer nous-mêmes comment on réagit et on agit culturellement, elle doit être centrale. Donc le premier temps de ma présentation, je serai plutôt sur la partie politique, présentation de la ville de Grande-Synthe, du contexte local et comment déjà depuis les années 70, la question sociale est étroitement liée à la question écologique et particulièrement depuis 2001 avec l'élection de Damien Carême. Donc pour cette partie, j'ai prévu, comme c'est la partie politique, 8 ou 9 minutes. Je pourrais prendre un peu de temps pour expliquer tout ça. J'ai une deuxième partie où je parlerai un tout petit peu donc, des expérimentations. Là, ça sera ma partie plus militant parce que j'ai été aussi militant donc, pour le revenu de base et une partie plus ouverture à la fin sur la question donc qu'est-ce qu'on pourrait faire en Europe et quelle perspective finalement l'Europe ouvre sur cette question des expérimentations. Donc Grande-Synthe, je vais partir de l'histoire de la ville parce que c'est très important pour comprendre donc pourquoi on s'inscrit aujourd'hui dans cette logique. C'est une ville qui, comme Dunkerque, a été entièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et
qui comptait 1500 à 2000 habitants jusqu'à la fin des années 50. C'était des maraîchers qui étaient installés, qui avaient un accès à la mer, qui étaient tranquilles sur leur territoire. Le Commissariat national au plan, au début des années 60, a créé un grand plan de sidérurgie sur l'eau et on a fixé sur le Dunkerquois l'implantation d'Usinor, aujourd'hui ArcelorMittal, donc qui a pris sur la mer donc la construction de l'acier. Donc aujourd'hui, c'est une ville où il y a 17 sites Seveso et qui, des années 60 aux années 70, est passé donc de 2000 à 23 000 habitants. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 23 000 habitants. Donc c'est une croissance exponentielle très importante où, quand je discute avec les habitants qui étaient là déjà à l'époque ou qui se sont installés, ils disaient mais en fait tout a été pensé pour habiter, pour dormir, pour vivre au rythme des 3-8, mais pas pour être ensemble, pour les solidarités, pour les associations. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait quand on a finalement une volonté politique de changer les choses? Et là, il y a un tournant avec l'élection d'un maire qui était René Carême, donc le père du maire actuel, qui a dit on va essayer de changer cette ville. Donc c'était un syndicaliste et on va essayer de changer ça. Donc il a profité de plein d'actions nationales, d'expérimentation de la rénovation urbaine pour dire dès le début déjà on va planter des arbres, on va réinstaller finalement des maraîchers, essayer de faire des choses. Et c'est là où la logique sociale, avec cette logique donc de planter des arbres, faire créer de la vie finalement, subventionner énormément les associations et la vie locale grâce à la rente que fournissait ArcelorMittal, il s'est mis à développer des politiques sociales. Donc c'est la seule ville actuellement encore en France qui met en place par son centre communal d'action sociale un revenu minimum étudiant. Donc c'est pour permettre aux étudiants grand-saintois de bénéficier d'un revenu mensualisé pour permettre finalement de se déplacer. C'est aussi l'une des villes qui, au début des années 80, avec notamment, je pense à Besançon, à Rennes, a mis en place avant le RMI, donc en 88, une forme de garantie de revenus qui s'appelait le minimum social garanti déjà. Donc ça, on est sur les questions sociales. Là, je vais revenir un petit peu sur l'écologie positive liée au social, en fait, vraiment dans la philosophie de ce que veut Damien Carême. Il parle d'écologie sociale et de qu'est-ce qu'on fait à côté de ce revenu minimum étudiant et de ces questions. Donc en plus de la rénovation urbaine, où aujourd'hui on continue encore sur ce plan-là à détruire des grandes tours pour créer réellement des quartiers et faire du logement social. Il y a plus de 60% de logements sociaux sur la ville de Grande-Synthe à haute qualité environnementale. Donc vraiment continuer dans cette logique du mieux vivre, du pouvoir de vivre des habitants, comme le dit le maire dans toutes ses interventions, pour dire comment ça se passe. Et cette ville, sur laquelle il y a 17 sites Seveso, donc dans l'agglomération, et où ArcelorMittal s'est implanté, qui est l'un des plus gros pollueurs de France, a été élue en 2010 capitale mondiale, capitale française de la biodiversité. Donc c'est quand même des avancées assez importantes et intéressantes. Il y a aussi quelque chose qui tient particulièrement à cœur au maire et qui est très important dans notre logique dont je parlais tout à l'heure de transition de l'imaginaire sociétal. Il y a une université populaire, donc avec les habitants, non seulement fait de... ils apprennent aux habitants et avec les habitants à faire eux-mêmes tous leurs produits ménagers. Donc c'est encore une fois une logique de c'est moins cher et c'est écologique. Il y a aussi 150 parcelles. Il y avait des terrains vagues en bas des immeubles qui étaient construits. Aujourd'hui, il y a 150 parcelles de potagers bio, puisque toute la ville c'est une ville zéro phyto, qui sont mises à la disposition des habitants pour justement cultiver dans cette logique de transition, donc le mieux vivre social et le mieux vivre écologique. C'est aussi l'une des premières villes en France qui a mis en place le 100% bio dans les cantines. Et c'est encore une fois cette idée, puisque le prix du repas est entre 40 centimes et 1,85 € maximum. Donc c'est cette idée de dire aussi, les enfants, le midi, ils vont avoir accès pour pas cher du tout, avec les aides donc, du centre communal d'accès social, à de la nourriture de qualité, faite sur la ville et pour les habitants. Et aujourd'hui encore plus, parce que ça a été voté cette année et il y a déjà des maraîchers qui se sont installés, la ville a racheté des terres agricoles pour revenir en fait à cette logique de production maraîchère qui faisait finalement l'histoire de la ville de Grande-Synthe. Et il y a 3 maraîchers qui se sont installés et qui vont produire donc en agriculture bio la nourriture qui pourra être servie dans les cantines. Il y en a 2 nouveaux, donc il y a un nouvel appel à projet, donc 2 nouveaux maraîchers qui vont finalement s'installer. Dans cette logique, j'y reviendrai, je pense, au niveau des questions, parce qu'on ne va pas passer sur toutes les mesures de la ville. Il y a, je pense que vous l'avez vu, depuis le 1er septembre, c'est la plus grosse agglomération d'Europe, le Dunkerquois, à avoir mis en place donc, les transports gratuits pour la totalité de sa population.
Donc aujourd'hui, en plus de cette logique de transport gratuit, qui est déjà dans la logique des droits de tirage finalement, quand on parle un peu des débats sur le revenu de base, c'est aussi de dire on va non seulement mettre le transport gratuit, donc dans cette logique soit d'écologie, donc de déplacement, on va laisser la deuxième voiture pour les gens qui ont la chance d'en avoir une au garage, soit pour des gens qui finalement se déplaçaient pas, il y a des études qui sont menées actuellement, qui vont se redéplacer vers les centres-villes et se re-rencontrer dans la ville. Donc c'est vraiment cette logique d'écologie comme nécessité pour la ville, à côté d'Arcelor, et nécessité sociale pour les habitants aussi. C'est vraiment entremêler les deux fils, et c'est comme ça qu'on pense aussi l'expérimentation du revenu de base et du minimum social garanti. Donc, comme l'a défini le maire, cette logique de transition, c'est vraiment la possibilité donc, de mettre en place l'ensemble des actions techniques, des façons de penser, des comportements sociaux, culturels et économiques qui permettent de passer d'une société actuelle pessimiste et en déséquilibre, donc de par les crises économiques, sociales et écologiques, à une nouvelle société capable de résister aux crises et résolument optimiste. Il y a cette notion de résilience aussi qui est très importante sur un territoire comme le territoire Grand Saintois. Je pense que vous comprenez pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, ArcelorMittal, son siège social, il n'est pas en France. Aujourd'hui, il y avait 13 000 employés dans les années 70 à Arcelor. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 000. Donc déjà, il y a un taux de chômage qui est très important sur la ville. Mais si demain, Arcelor n'a pas d'attache sur le territoire et décide de partir, la situation sera encore plus catastrophique. Donc c'est un peu dans les logiques des villes en transition qui est différente par rapport à l'ancien bassin minier, notamment la ville de Los Angeles, où ici on prépare le possible départ des industries avant, en rendant le territoire plus résilient, en relocalisant l'économie, plutôt que d'attendre la chute et l'effondrement finalement. Voilà, donc pour le contexte plus social, ce qui est très important et pourquoi finalement le maire de Grande-Synthe s'est intéressé à ça, c'est aussi qu'il y a un chômage de plus de 20% chez les jeunes sur la ville de Grande-Synthe, un taux de pauvreté de 30%, donc au seuil de pauvreté, à 60% du revenu médian. Donc c'est quelque chose qui est important et qui marque le territoire. Donc je vais revenir un peu sur la question de l'expérimentation du revenu de base et sur ce que Nicole Tequet notamment a exposé ce matin, la question du site de saturation et finalement d'inscrire une communauté politique dans une démarche expérimentale. C'est ça qui pour moi est très important. C'est qu'aujourd'hui la méthodologie qui est la plus utilisée en économie et qui est très reprise par les politiques parce qu'elle est très simple à comprendre, c'est dire on va tirer au sort sur des territoires des personnes, leur attribuer un traitement, donc en l'occurrence un revenu de base, et comparer ça avec d'autres personnes tirées au sort finalement. Donc ce tirage au sort pour moi c'est un biais majeur de l'expérimentation parce qu'on ne voit pas l'interaction sociale qui pourrait se passer sur un territoire. C'est-à-dire que c'est l'économiste Guillaume Allais qui présente ça très bien en disant si moi par exemple je décide de diminuer ma charge de travail de 20%, si mon voisin ne bénéficie pas du même traitement que moi, on ne saura pas ce que ça donne. Donc ça c'est très important de le poser. Et il y a aussi le biais de ces expérimentations et de ces gens qui finalement se présentent comme dans une approche très très scientifique et technique, c'est de dire que sur ces traitements, il y a tellement de facteurs multiples et infinis à prendre en compte dans la société qu'on ne sait jamais ce qui a entraîné finalement la conséquence qu'on observe. On parlait ce matin des résultats de l'expérimentation finlandaise. Il y a un premier biais dans l'expérimentation finlandaise qui est un biais idéologique, c'est-à-dire que leur point de vue principal et leur volonté, c'était de tester la désincitation ou non à rentrer sur le marché du travail. Ça, c'est un premier biais quand on est dans une logique de transition et de bouleversement de la société par le revenu de base. Et le deuxième biais aussi, c'est de dire leurs résultats. Aujourd'hui, ils ont présenté des premiers résultats. On ne sait pas ce qui les a causés. On va supposer que c'est le fait qui touche de manière inconditionnelle ce revenu de base qui a finalement donné aux effets que les gens se sentent mieux, mais on ne peut pas créer le lien de causalité. Donc ça, c'est une critique aussi importante à poser, et sur les effets collectifs qui sont pour moi le plus important. Mais au-delà de ça, c'est la question idéologique pour moi qui est importante, c'est que dans cette vision technique de l'économie et des expérimentations, on enlève, en fait, on dit on fait que de la technique, on donne des outils aux politiques publiques, mais on enlève le côté, qu'est-ce qu'on veut faire finalement politiquement? Elle est où l'économie politique et qu'est-ce que je veux faire avec ce revenu de base? Et en ne se posant pas sa question, pour moi, on arrive au risque que posait justement Sophie à l'instant, on ne sait pas vers quelle société on veut aller. Et si on veut être dans une logique de transformation de la société, il faut aujourd'hui qu'on présente un projet, qu'on dise vers où on veut aller, mais ça, collectivement, dans des démarches territoriales. Donc mon travail de recherche et d'études dans la mairie, et j'étais sensible aussi au terme de Michel Pouzol ce matin qui disait moi, il y a des gens qui me voient écrire dans des cafés toute la journée, ils disent mais qu'est-ce qu'il fait lui? Moi, c'est un peu ça dans la mairie. Je lis des livres et j'écris dans mon bureau, et sauf quand je sors un rapport ou je donne un petit conseil, on fait ah ouais, en fait, il travaille. Et ça, c'est assez important d'avoir cette logique
d'imprégnation dans le contexte local. Donc maintenant, on était en janvier 2018, on est en janvier 2019, suite aux différents constats sur les expérimentations de revenus de base, il y a une grosse limite au niveau local, c'est la question de la compétence finalement, la compétence municipale. Damien Carême, il s'en soucie pas trop de ça, et donc au vœu de cette année, il a annoncé qu'il allait mettre en place, dans une perspective de mise en place, c'est même pas une expérimentation, c'est un minimum social garanti. Et toujours dans cette logique de on veut avoir une influence au point de vue global en montrant l'exemple au niveau local. C'est très important dans sa démarche. Donc ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui on a des minima sociaux qui sont insuffisants. Donc moi je n'ai pas les moyens de les relever. Mais aujourd'hui dans ma commune, avec ce minimum social garanti, je vais faire en sorte que toutes les familles grand-saintoises arrivent à arriver au moins au niveau du seuil de pauvreté à 50% du revenu médian, donc à 855 € par mois. Et j'ai assisté au débat dans la mairie à ces moments-là, et il y avait quelques craintes en disant mais il y a des services très très développés dans la mairie, les bus gratuits, les repas bio, des aides sociales importantes, un accès à la culture presque gratuit pour beaucoup de monde, mais est-ce qu'on va enlever ça? Et lui il était non, justement. Non, on n'enlève rien de ce qui existe, mais on montre qu'on peut faire plus pour les gens. On peut faire plus dans une logique écologique et sociale. Et ça, c'est très important de le comprendre, en se concentrant sur l'accompagnement des personnes, pour pas dire justement, on fait un solde de tout compte, on vous donne cet argent et on ne s'occupera pas de vous. C'est aussi cette logique d'accompagnement, de voir où est-ce qu'on va aller avec les gens dans une logique de formation. Il y avait des débats dans la mairie sur quelque chose qui me tient aussi particulièrement à cœur quand on parle de résilience et des liens avec la transition et l'économie solidaire à vocation transformatrice de la société, c'était la question de la monnaie locale citoyenne. Donc ça, c'est aussi une question qui pour moi est importante dans le processus d'expérimentation territoriale, comme j'ai essayé de vous le présenter, c'est dire qu'on va créer une réflexion économique au niveau local et permettre aux citoyens de réfléchir non seulement à la vie démocratique, à comment on veut produire, ce qu'on veut produire et qu'est-ce qu'on veut se donner, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble finalement. C'est cette réflexivité qui finalement est empêchée par l'expertise et ces cabinets d'expertise qui viennent apporter et plaquer des modèles, que ce soit au Kenya, en Finlande, les mêmes modèles, c'est dire là on est dans une dimension territoriale politique finalement. Il me reste 3 minutes, je vais boire. Et donc, puisqu'il est donc dans ce colloque question de l'Europe, des perspectives européennes, je vais essayer d'ouvrir sur ce sujet, même si on n'en est pas là à Grande-Synthe aujourd'hui. Donc, on a parlé rapidement ce matin de l'expérimentation à Barcelone. Pour moi, elle est exemplaire parce qu'elle a un ancrage territorial, parce qu'elle a une partie en monnaie locale et qu'elle a associé les habitants tout de suite au processus. Donc, qu'est-ce que pourrait faire l'Europe, même si c'est un peu un vœu pieux au vu du fonctionnement de l'Union européenne aujourd'hui et de sa position économique, c'est penser en fait à des fonds européens d'expérimentation, fonds européens dédiés aux expérimentations territoriales, mais des expérimentations territoriales où la décision, on en parlait rapidement ce matin aussi, serait laissée au niveau local. C'est-à-dire qu'on alloue un fonds pour expérimenter des choses, mais on ne va pas expérimenter 2 mesures de la même manière. C'est-à-dire qu'au niveau européen, à Bucarest, à Katowice, à Grande-Synthe ou à Marseille, on ne peut pas dire qu'on va expérimenter la même mesure parce que les gens ne sont pas les mêmes, la production n'est pas la même, la culture n'est pas la même, donc vraiment adapté au contexte local. Donc dans le droit européen et dans les grands principes européens aujourd'hui, le principe de subsidiarité est important et est mis en avant. Mais moi, j'ai envie de dire chiche, pensons la subsidiarité, mais pas la subsidiarité comme vous la pensez aujourd'hui, mais comme finalement une décentralisation des pouvoirs. Et on va dire, on fait confiance aux territoires et aux gens sur les territoires pour mettre en place démocratiquement d'autres formes de démocratie et de culture économique. Et je me raccroche là-dessus à quelque chose qui est très important pour moi, donc dans cette logique d'expérimentation locale et finalement de construire dans les interstices du système une autre manière de fonctionner, une autre société. C'est un livre du sociologue américain Eric Olin Wright qui parle des utopies réelles. Il dit qu'aujourd'hui, en fait, on a un système économique et un imaginaire qui est tellement dominé par l'imaginaire capitaliste, productiviste, on peut construire dans les interstices au niveau local, au niveau du municipalisme, des communs différents, des expériences différentes pour penser différemment la société. Et cette notion d'exemplarité
et importante pour influencer le niveau politique global, ce qui a été fait pour le RMI dans les années 80. Donc ça, c'est important, et c'est là-dessus, dans cette posture, que se place la municipalité de Grande-Synthe. Mais au-delà de ça, parce que le côté localiste est pour moi trop prégnant aujourd'hui dans les imaginaires, il ne faut pas se contenter de ça. C'est-à-dire que ces exemples et ces interstices et ces logiques politiques différentes et économiques différentes, elles doivent être source et nourrir un débat politique plus large au niveau national, construire un autre modèle au niveau national, mais penser au niveau des territoires. Donc, vous l'aurez compris, dans ma présentation, dans mes recherches, le lien est très fort entre la fibre écologique et la fibre sociale. Aujourd'hui, pour moi et pour la municipalité de Grande-Synthe, elles doivent être intimement liées, et pour cela il faut inventer une autre manière de faire, une forme de praxis par les territoires, mais pas seulement faire une autre manière, mais penser une autre manière, donc réfléchir à un changement de l'imaginaire pour construire donc des alternatives politiques réaliste. Et quand j'entends réaliste, j'entends pas le réalisme pragmatico-rationnel qu'on entend régulièrement dans les médias en ce moment, mais un réalisme, justement, comme le disait Sophie, qui prend en compte le facteur social, qui prend en compte le facteur écologique, et qui est multifacteur, humble, en disant on va construire ensemble autre chose, et on verra si ça marche ou pas. Donc voilà. Donc sur cette question du revenu de transition écologique aussi, puisque je clôt ici ma présentation, avec les compétences locales, la ville de Grande-Synthe, qui a annoncé donc la mise en place du minimum social garanti en janvier 2019, souhaite entrer dans la mise en place également d'une expérimentation de revenu de transition écologique, mais qui serait un complément au minimum social garanti. Ça ne remplacerait pas du tout le volet social. Dire on va aider les gens à s'inscrire dans ces démarches de transition écologique et sociale. Merci Clément, merci à tous les deux. On a bien débordé, je vous ai bien laissé déborder. C'est de ma faute. Hein. J'avais prévu une question, Clément y a répondu, donc on peut passer aux questions de la salle si vous voulez déjà. Et ouais, voilà. Les micros vont circuler et moi je vais essayer d'être attentif. Je vois déjà une dame au second rang, au deuxième rang, et un monsieur ensuite, enfin voilà. Alors, juste, il nous restera il nous reste un peu plus, ouais, voilà, une demi-heure pour les questions. Ça fait pas tant que ça. Je vous invite donc à faire des questions concises et j'encourage également nos invités à proposer des questions les plus concises également. Oui, je me présente Amélie Cohen. J'ai écouté attentivement Clément, je crois que c'est Clément, n'est-ce pas? Et je me lève pas parce que j'ai des difficultés. J'ai écouté attentivement. Moi, en écoutant la vie à Grande-Synthe, le projet Grande-Synthe, je vais me faire l'avocat du diable. Tout ça, j'ai l'impression d'être au pays des bisounours. Comment peut fonctionner ce système sans argent? Or, je ne pense pas que ce soit une commune particulièrement riche, si j'ai bien compris. D'autre part, les industries foutent le camp peu à peu et la dernière qui reste, peut-être, va partir à plus ou moins brève échéance. Donc, voilà ma question. Comment ça peut fonctionner? Une autre question, pour compléter, en fait, comment est financé ce minimum social garanti? Tout simplement. Parce que je ne pense pas que ça a été évoqué. Hein. Ma question porte sur le terme pacte social qui a été énoncé à un moment donné. Moi, je préfère dire contrat social que pacte social, parce que ça a été aussi le terme qu'a utilisé à un moment donné notre président pour parler d'un certain nombre de choses. Et ce pacte social, effectivement, est la clé de la réussite de tout projet social. Alors, ma question, elle tourne autour de... justement à cause de ça, autour de l'objectif des expérimentations diverses et variées qu'il puisse y avoir. L'expérimentation, c'est intéressant, quel que soit le contexte dans lequel on le fait, évidemment plus intéressant, plus riche d'informations, ce que vous avez appelé les territoires en saturation, mais ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut mesurer et comment on va le mesurer. Or, moi, je n'ai pas vu ce tronc commun dans les différentes expérimentations.
que j'ai à ma connaissance, mais je ne les connais pas toutes. J'ai simplement vu à travers l'expérimentation l'objet d'une proposition faite par la structure qui veut expérimenter dans un contexte particulier, territorial, et ça ne remet pas en question la territorialité de l'expérimentation en tant que telle, mais on est dans une société qui est une république en France et en Europe, on veut y tendre, enfin, quant à moi c'est le cas. Donc les expérimentations, à mon avis, doivent porter sur un projet de société. J'ai fini, je pose ma question. Et pour ce projet de société, donc il faut dire lequel, il faut que les personnes le partagent pour pouvoir répondre en quelque sorte. Et surtout, quels sont les indicateurs qu'on va utiliser, parce que selon les indicateurs, on va mesurer, je prends un exemple concret, c'est l'employabilité. Si c'est l'employabilité, c'est pas la peine. Voilà. Donc, quels sont les indicateurs qu'on va mesurer à travers ça? C'est fini, merci. Je prends la parole. Je vous remercie. Je voudrais vous poser une question à propos d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé directement, même si ça rentre dans le cadre de la question centrale qui est de la dignité. Si je me réfère par exemple, la souffrance à distance de Luc Boltanski, c'est le principe de la pitié qui organise nos sociétés. Donc moi, je parle du point de vue de la sociologie clinique et je parle à partir de mon expérience de l'exclusion. Donc un peu comme notre intervenant ce matin. Je suis de longues années au RSA avec des problèmes de santé et de famille. Et je me considère comme au travail à différents niveaux. Donc j'ai séparé effectivement rémunération et activité. Et pour moi, c'est aussi une forme d'expérimentation en fait de la possibilité d'un revenu de base universel. Qu'est-ce que ça veut dire comme changement dans le mode de vie? Et donc, en fait, si je regarde la question, on parle des gilets jaunes et du rejet, du mépris d'une classe sociale pour une autre, donc la pitié, c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire que nos institutions sont organisées de manière à maintenir, comme on maintient du chômage, on maintient une classe misérable, puisqu'il y a ceux qui sont de l'autre côté de la barrière, qui travaillent à aider les autres. Leur dignité, eux, vient du fait d'aider les autres. Donc, autour de cette question, effectivement, on peut imaginer qu'une institution nouvelle produira encore une forme de misère à côté. Donc, pour moi, le revenu de base, il rentre vraiment contre ces choses-là pour faire une chose inconditionnelle et universelle où, justement, il n'y a pas une question de celui qui aide ou celui qui est aidé. On sort de ça. Donc, ma question, elle s'adresse effectivement aux deux intervenants, c'est-à-dire comment vous pensez ces questions-là dans les différentes mesures qui sont mises en place ou imaginées. Comment on sort du système de la pitié et de cette frontière entre l'aider et l'aidant. Et par exemple, pour madame, c'est comment l'accompagnement est pensé, est-ce qu'il y a des modèles à suivre ou est-ce que finalement le principal c'est l'appartenance à l'humanité? Alors, comment est-ce qu'on fait sans argent? On ne fait pas. Mais en fait, il y a de l'argent sur la commune de Grande-Synthe et il y a aussi un choix politique qui est fait de mettre cet argent à un endroit particulier. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur c'est que dans les années 70, il y avait Arcelor qui était sur le territoire et il y a un maire qui a dit « Ok, Arcelor est là, ils ne vont pas bouger, ils ont fait des investissements, on va doubler la taxe foncière. » Aujourd'hui, il y a une grosse rente qui est donnée par l'industrie, donc il y a de l'argent sur le territoire. Après, sur la question comment on fait sans argent au niveau global, au niveau national, pour d'autres expérimentations, pour moi, c'est pas véritablement un problème. C'est une question que se posent les économistes qui ont uniquement dans la tête ces questions budgétaires et de blocage budgétaire. La question, c'est aujourd'hui comment on fait politiquement ensemble pour essayer de construire une autre société. Effectivement, il y aura besoin de fonds. Comment on va les trouver? On ne sait pas. Je sais qu'on parlera dans la table ronde suivante des questions monétaires. Au niveau local, il y a actuellement des gens qui réfléchissent aux perspectives de financement par les monnaies locales et par des créations finalement monétaires, de monnaies qui créent du lien au niveau du territoire. Mais après, si vous me parlez de monde des bisounours, mais j'ai envie de dire,
Mais d'accord, et très bien en fait, c'est très bien que ça soit un monde des bisounours. Si on arrive à créer une ville et des endroits où les gens sont contents d'être là et contents d'être ensemble, moi j'ai pas de problème avec cette notion d'utopie réelle. Après, c'est à construire sur du temps long, et quand on dit le monde des bisounours, bah, c'est quand même une ville où, je le disais, 60% de logements sociaux, 30% de taux de pauvreté, 20% de chômage chez les jeunes. Les problématiques sociales sont prégnantes et très importantes. C'est d'autant plus cette action qui doit se monter. Et sur la question justement de l'argent, on peut voir l'argent, que ce soit du revenu de base ou d'un fonds d'expérimentation, quand on le pense dans la perspective que j'ai présentée, la perspective de la ville de Grande-Sainte, comme un investissement, parce qu'on va changer le système productif local, on va peut-être créer des coopératives, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, on va réimplanter des maraîchers, recréer un écosystème productif local, ce qui aujourd'hui n'existe pas. Donc c'est vraiment penser les choses différemment. Et comment, sur le minimum social garanti, plus spécifiquement, c'est financé aujourd'hui? Bah, il y a déjà les économies d'énergie qui, depuis des années, sont très importantes sur la ville, parce qu'il y a justement l'éclairage à LED qui est mis en place sur toute la ville. Il y a la question des logements à haute qualité environnementale et les bâtiments communaux. Donc il y a aussi toutes ces économies qui sont faites. C'est que l'écologie, elle n'est pas punitive. Il y a cette question-là. Et au niveau national, quand on demande comment c'est financé, mais j'ai envie de dire, posons le débat. On est dans une démarche démocratique, posons le débat. Et si moi je suis dans une perspective de transformation, une logique transformatrice de la société, posons le débat de la redistribution. Et dans les débats aujourd'hui sur le revenu de base, dans les approches techniques, j'entends souvent des termes, moi ça me hérisse, qui disent qui seront les perdants et qui seront les gagnants. Et il n'y a rien qui m'énerve plus, parce que finalement, si on arrive à créer une société où tout le monde a un minimum pour vivre, est-ce que si on fait société réellement et qu'il y a un contrat social, tout le monde ne serait pas gagnant? On est dans une logique économique de je gagne 10 millions par an, mais si on m'enlève 200 000, je serai perdant. Non, c'est ça aussi, changer l'imaginaire de la société. Et sur la question du pacte social, je laisserai Sophie continuer. Alors, je ne vois pas ce que je peux rajouter sur cette approche extrêmement complète de Clément. Effectivement, on a besoin, je pense aussi sur le financement, je pourrais peut-être juste rajouter, oui, qu'on a besoin aussi d'expérimentation pour tester les modèles de financement également. Et j'aime bien aussi cette idée d'investissement. Ça choque jamais personne au niveau d'une entreprise quand il faut investir en capital, mais ça devient gênant dès qu'on est dans une optique de collectivité. Alors, on peut se poser la question, pourquoi? Est-ce qu'on en est tellement là en termes d'imaginaire on n'arrive même pas à envisager qu'il puisse y avoir un capital humain pour des collectivités. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir déconstruire derrière? Donc ça, c'est important. Et puis aussi, on parle toujours des perdants, des gagnants. On ne parle pas assez du droit à l'erreur. On revendique dans le revenu de transition écologique un droit à l'expérimentation, un droit à l'erreur. Si on se plante jamais, comment on peut apprendre? Donc, ça veut dire aussi la formation. Un temps, on a parlé de formation, mais expérimentation, ça veut dire de prendre en compte ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour affiner le tir, pour justifier, pour en discuter, pour en débattre. Et là, on n'est pas dans les bisounours. Ce serait tellement plus facile d'imposer. Bienvenue dans la sociocratie. Je défie à tout le monde de dire que c'est du bisounours. En termes de gouvernance, ça devient compliqué. Donc du coup, au contraire, c'est comment est-ce qu'on expérimente, comment on s'autorise ce droit-là. Et je crois qu'il est très important cette autorisation. Et puis sur le pacte social, vous avez raison. Quel projet de société? C'est évident, c'est la question. Et la clé va être justement la détermination des indicateurs. Ça veut dire quoi avoir un impact sociétal? C'est tout le débat sur l'ESS et cette critère de plus-value sociale qu'il a fallu imposer. Donc comment est-ce qu'on fait pour déterminer des critères qui ne retombent pas non plus dans le SROI, le Social Return on Investment en bon français, ou cette idée de plus-value sociétale qu'il faut absolument prouver? Non. Donc quel imaginaire on peut mettre en œuvre? Et là où ça devient intéressant, et c'est la méthodologie que défend Clément Cailleul, c'est dire on en débat et de créer des espaces de délibération, justement, où ces différents collèges, où ces différentes parties prenantes intégrées peuvent décider ensemble sur le territoire. C'est-à-dire que c'est à la fois un cadre qui peut s'imposer différemment, mais en même temps, on en débat de manière particulière. On l'a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la productivité, c'est de produire tout à tout prix. On s'en fout de la terre. Aujourd'hui, vous bouffez n'importe quel sol, la même chose. On essaie de faire planter des tomates n'importe où, n'importe comment. On est déconnecté. L'idée là, c'est de prendre, pareil, quand je parle de biodiversité culturelle et sociétale, elle est importante. On a le besoin de laisser faire sur les territoires pour comprendre les expérimentations et pour laisser ceux qui portent les projets, ceux qui font déjà sur place, avoir la responsabilité, l'initiative et la liberté de pouvoir en débattre, déjà. Et sur la pitié,
j'y ai répondu avec le droit à l'erreur, pas du tout. L'idée d'intégrer, par exemple, une coopérative de transition, ou l'idée de placer la durabilité comme impératif qui inclut le social et l'écologique, voilà, je vous cherchais. De fait, c'est un critère de non-stigmatisation, parce qu'on met un autre impératif sociétal. On n'est pas dans la pitié à une personne. Je vous rappelle que c'est d'adhérer à un projet commun. Donc, dans un dispositif de revenu de transition écologique, par exemple, l'idée, c'est d'impacter sur la société. Donc, il y a un droit à la formation, et les individus sont directement intégrés dans un projet de société dans lequel ils ont le droit de débattre. Et pas simplement, j'ai le droit, et je suis dans une approche exclusivement monétaire. C'est j'ai le droit aussi de participer, j'ai le droit d'être un citoyen à part entière. Et du coup, on échappe à cette stigmatisation, à mon sens, et à cette pitié. Juste sur la question de la pitié, parce que j'ai un point précis qui m'est revenu à l'esprit là maintenant, c'est sur les expérimentations passées. On se rend compte que quand on fait justement sur des territoires et sur des sites de saturation, on a des effets qui sont pas attendus au départ. Au départ, dans les années 70, aux États-Unis, ils disent bon, ok, Milton Friedman a écrit Capitalisme et liberté, super, on va tester des impôts négatifs pour voir si les gens travaillent plus ou pas. Au Canada, ils ont fait pareil, mais dans une ville qui s'appelle la ville de Dauphin. Pendant des années, il y a eu toutes les personnes de la ville qui étaient éligibles donc à cette forme d'impôt négatif. Et à ce moment-là, dans les approches finalement quantitatives qui ont été faites sur des effets non attendus, on s'est rendu compte qu'il y avait une baisse de 8,5% du taux d'hospitalisation. Donc ça crée un bien-être, un mieux-être. Mais dans l'imaginaire collectif, et ça c'est pour moi le plus important parce que, je le disais, les liens de causalité, on ne peut pas les prouver, il y a David Kalnitsky qui a écrit un article dans les années 2010 et qui a réétudié ça, qui a ressorti les interviews, et les gens décrivaient le programme Mincom, donc cette expérimentation, comme more normal than welfare. C'était plus normal que le welfare habituel, en fait. On était dans une situation où il n'y avait plus cette stigmatisation, et on était vraiment dans... tout le monde était égaux, et on était dans une normalité, finalement. Donc c'était plus normal que le programme habituel de welfare. Merci pour vos interventions respectives, mettant en évidence l'absolue nécessité de construire un projet réaliste, pour reprendre vos termes, écologique et social, et qui démontre aussi bien au niveau du modèle qu'au niveau de cette expérimentation, voire d'autres d'ailleurs, que le nouveau modèle est basé sur l'innovation, sur des paradigmes différents de ceux qu'on connaisse, peuvent conduire à de la création d'emplois et à rendre employables des gens qui ne le sont pas dans le modèle actuel, et en plus et peut-être d'abord de redonner sa place aux citoyens. Dans un modèle actuel où l'économie libérale est destructrice d'emplois, puisqu'on demande à toutes les organisations, y compris publiques, d'avoir des taux de productivité organique supérieurs à 3 ou 5%, avec une croissance globale qui a du mal qui est entre 1 et 2%. Je voulais savoir aussi bien dans le modèle posé par Sophie que dans l'expérimentation faite pilotée par Clément, quel impact pourrait avoir ce nouveau modèle, à la fois sur les systèmes éducatifs, à la fois sur les systèmes de formation, pas uniquement formation professionnelle, mais aussi formation à la citoyenneté, éducation à l'innovation, et voilà les points que je souhaiterais avoir quelques éléments. Merci en tout cas. Non, juste le modèle collégial, c'est peut-être le lieu qui veut ça, mais c'est vieux comme le monde, mais il y a eu la synergie, entre guillemets, Saint-Clive d'Alvèdre, qui avait déjà travaillé un peu là-dessus à l'échelon un peu mondial et national. Il faut faire très attention à ça quand même. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même déjà, par les syndicats de développement, du collégial dans beaucoup de communautés de communes. Donc il y a quelque chose qui existe où le peuple peut faire quelque chose. Mais je rejoindrai la dernière intervention et deux questions, parce que la question a été éludée, ou évitée, ou parce que vous avez peut-être oublié, c'est pour ça que je rentre dedans. Il n'en demeure pas moins qu'il faut des indicateurs. Il faut quand même des indicateurs. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, alors je vais faire deux indicateurs gentils, comme l'a dit le dernier interlocuteur, la formation, est-ce que
le niveau a augmenté, il y a plus de personnes qui se forment dans ce bien-être. Est-ce qu'éventuellement, on y retrouve plus de liens sociaux par du bénévolat qui a augmenté? Est-ce que le taux de délinquance a baissé? Et la deuxième question, le deuxième indicateur sur lequel j'aimerais venir, l'IDH, pas forcément le PIB, mais est-ce qu'il y aurait un IDH éventuel? Et la deuxième chose, je pense qu'on est très bon pour faire des modèles et de la conceptualisation, mais la méthode, est-ce qu'il y a une volonté de benchmark et de capitaliser pour transmettre éventuellement à d'autres communes? En d'autres termes, est-ce que Grand-Sainte, là, est prête à former des élus municipaux pour pouvoir prêcher la bonne parole dans d'autres communes? Non, je vais profiter que le micro marche pour poser une question très rapide. Je suis Paul Créache, je suis responsable de Mahot dans le Val d'Oise. Il ne faut pas croire que les SDF sont tous des alcooliques et des gens qui ne font que boire et allonger dans leur couette ou sur leur carton. Il y a des gens qui lisent beaucoup, il y a des travailleurs pauvres, il y a une certaine population dont on n'a pas idée. Et cette population me parle du revenu de base ou universel. Quelle réponse je pourrais leur donner s'ils me posaient cette question? Merci. Et autre question concernant l'implication des populations diverses de la ville. Comment se fait-elle en fait? Comment on peut redonner de l'espoir et rendre les citoyens acteurs, comme ça a pu l'être fait, je pense, et ça l'est fait encore à Los Angeles. Est-ce que vous en inspirez? Est-ce que vous êtes différent dans les mesures que vous prenez? Et puis, autre question en lien avec une question précédente sur l'école. Est-ce que ces mesures-là ne laissent pas présager une refonte, mais réelle et profonde, de la façon dont on forme les enfants, lycée, collège, primaire, enfin voilà quoi. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. L'école de la confiance, pour moi, enfin... Voilà. Ouais, sur les indicateurs, Sophie avait apporté des éléments de réponse, mais je vais peut-être continuer. C'est aussi pour moi dans la construction démocratique justement et participative de l'expérimentation où il faut se poser ces questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut mesurer ensemble, qu'est-ce qu'on veut changer ensemble? Parce que sinon, je parlais du modèle d'expérimentation sociale en économie. Aujourd'hui, en fait, où que ce soit, ils vont mesurer avec les mêmes indicateurs la même chose. Et finalement, ils vont plaquer des modèles théoriques à des endroits du monde finalement qui n'avaient rien demandé. Je vais prendre un exemple assez simple, c'est Jean-Michel Servet qui travaille en Suisse d'ailleurs avec Sophie, qui travaillait sur l'expérimentation indienne et où en fait, c'est un laboratoire qui s'appelle le Jamel Poverty Action Lab qui a travaillé sur cette expérimentation et ils ont dit ok, on va faire une expérimentation de revenus de base, on va leur donner de l'argent, des sommes d'argent. Très bien. Qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer donc combien ils mettent en banque, est-ce qu'ils épargnent? On va les inciter à épargner au maximum parce que c'est très important dans les sociétés d'épargner. Donc on va plaquer nos modèles économiques chez eux. Et à la fin de l'expérimentation, Jean-Michel Servet, il a regardé, il a dit mais en fait, ces gens-là, ils n'ont jamais lu un livre sur la région dans laquelle ils ont expérimenté. Parce que dans cette région particulière en Inde, il y avait une forme d'épargne particulière qui consistait à acheter des bêtes. Et ça, les économistes de leur cabinet, ils ne l'avaient pas vu. Donc c'est vraiment cette idée qu'on ne va pas plaquer des modèles partout. Donc vraiment construire de nouveaux indicateurs en fonction des territoires, ce que je disais tout à l'heure. Après, il faut effectivement des grandes lignes, des grands projets, forcément. Et moi, je travaille dans mon laboratoire avec Florence Yannicatrice, qui travaille notamment avec Jean Gadret, qui ont beaucoup travaillé sur les indicateurs en économie, pour justement essayer de changer ces perspectives. Et dans les projets d'expérimentation qu'essaie de construire Sophie sur les territoires, dans lesquels on s'inscrit, il y a ce préalable qui est une définition d'indicateur. On travaille ensemble dessus avec l'ADEME, notamment à Grande-Sainte, et je fais le lien tout de suite avec la question de la transmission, parce que justement, on travaille avec l'ADEME et Los Angeles sur dire finalement comment ces villes réussissent. Comment on a fait? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc prendre du recul, dire comment on a fait et comment finalement on pourrait transmettre ces logiques. Et forcément, comme ça s'est fait pour le 100% bio dans les cantines, pour les jardins en pied d'immeuble, pour ce qu'on appelle la gestion différenciée pour la biodiversité dans la ville, en fait, c'est une idée d'essaimage. Comme l'économie solidaire transformatrice, c'est dire on ne va pas plaquer notre modèle ailleurs, mais on va vous donner des clés pour essayer de faire pareil chez vous. Et ça, forcément, quand on veut changer de modèle et changer le système, c'est prégnant au maximum. Sur l'éducation en particulier, c'est toujours la question de la compétence municipale qui, pour moi,
pose limite, c'est qu'on peut agir sur les questions éducatives. Après, on n'aura pas cette transformation majeure. Aujourd'hui, il y a des gens qui interviennent dans les écoles, ils sont inscrits dans la logique de transition forcément, mais on ne changera pas le système éducatif. Si on vient, pour moi, dans 30 ans, quand un vrai revenu universel sera mis en place au niveau français, au niveau européen, mais là, en fait, l'éducation, on va la repenser entièrement. Parce que déjà, pour moi, il faut décloisonner les savoirs. C'est-à-dire que moi, à 20 ans, on m'a dit ouais, ok, tu vas faire telle école et tu vas aller à la fac. Mais peut-être que moi, j'avais juste envie de bosser 2 ans, reprendre des études à 33, relire des livres à 52 et pas rentrer dans ces schémas de vie. Donc quand on remet en cause la logique du travail de 20 à 65 ans, bientôt 70, on remet en cause le système éducatif et dire je vais apprendre tout au long de la vie et pas faire une licence master en gestion. Je vais faire 2 heures de gestion par semaine, 8 heures de philo, 3 heures de maths, du sport, et vraiment repenser en profondeur. Mais ça, c'est l'idéal de l'autonomie quand ça sera mis en place. Sur l'implication des habitants, donc j'ai essayé de répondre un petit peu, il y a des processus qui sont mis en place avec l'atelier de l'université populaire qui est très présent sur la ville, et après dans la démarche expérimentale du revenu de transition écologique, il y aura cette démarche justement sur les indicateurs et toute cette démarche-là. Après, mais personne ne le cache, façon dans la ville, c'est très compliqué parce que, ce qu'on disait ce matin, c'est les gens, ils se demandent ce qu'ils vont pouvoir bouffer le lendemain, ils sont très pauvres. Donc il y a cette question-là aussi, est-ce que c'est la garantie de revenu qui va permettre l'implication des habitants ou est-ce qu'il faut impliquer les habitants pour permettre la garantie de revenu? Et pour moi, c'est cette dialectique qu'il faut construire pour dire, on va vous donner un peu d'autonomie et vous allez en reprendre en vous impliquant dans la vie démocratique. Oui, alors du coup, je prends en pied levé le ping-pong sur les indicateurs. Effectivement, je vais vous donner un exemple concret avec Terra, dont je parlais tout à l'heure, un modèle en Nouvelle-Aquitaine aussi qui expérimente aussi des revenus d'autonomie très proches de revenus de base inconditionnels, de ce que pourrait être dans une démarche de territorialité, revenus de transition écologique. Et ils ont choisi comme cadre les indicateurs des nations, développement durable des nations. Voilà, 17, ok. Donc ça, c'est une possibilité. Mais on peut en imaginer d'autres. On pourrait imaginer dire, par exemple, il y a eu ce modèle des contractions carbone en Angleterre à l'époque, de dire, voilà, on pourrait imaginer aussi les indicateurs d'empreinte écologique, énormément de calculateurs qui existent. Mais là encore, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, de dire qu'il y a une diversité. Ce qui compte, là encore, c'est pas d'imposer du haut vers le bas, c'est de laisser les personnes, les collectivités décider ensemble de qu'est-ce qu'ils font ces indicateurs. Et c'est là où c'est une petite révolution, effectivement. On décide, on fait confiance et on laisse les principaux intéressés décider ensemble. Donc ça, c'est extrêmement nouveau. Sachant qu'il peut exister, bien sûr, des critères là, mais on les choisit en tout cas collectivement. Qu'est-ce qui est le meilleur? Et bien sûr, l'IDH plutôt que le PIB. Évidemment que ça va remettre en question un modèle de croissance, bien évidemment, parce qu'on sait que de toute manière, tout ce qui est économie circulaire, on l'a évoqué ce matin, économie de la fonctionnalité, tout ça, je vous renvoie aux travaux de François Gross, excellents travaux de François Gross, il est très clair là-dessus, il a tout calculé, c'est un brillant économiste. Tous ces travaux-là, toute l'économie circulaire ne peut pas fonctionner, n'est pas efficace pour une croissance supérieure à 1%. Au bout d'un moment, il faut le dire. Donc on doit repenser la richesse, repenser qui fait la richesse sur un territoire. Et ça, c'est fondamental. Et sur le lien aussi au SDF, aux porteurs de projets, je vous renvoie aux travaux de Caroline Lejeune, notamment, et plein d'autres aussi, sur cette idée de la fin de comment on allie la fin du mois avant la fin du monde. C'est un petit peu ça. Alors, en pleine perspective de collapsologie, d'effondrement, ces thématiques, voilà, on a 10 ans, 5 ans, elle est peut-être le secrétaire des Nations Unies, c'était 3 ans, donc c'est un petit peu angoissant. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour allier les deux. Et là, j'ai envie de dire, il y a énormément de travaux là-dessus. On peut parler aussi, il y a des coopératives d'habitation, donc c'est les SDF, j'en ai vu aussi sur des territoires qui participaient aux séances sur RTE avec les autres, au même titre, qui disent voilà, moi c'est difficile, mais donc c'est pas dans une dimension où vous n'avez pas le droit, non, au contraire. Donc on peut imaginer qu'est-ce qui peut être fait collégialement aussi parlant. Et puis la formation, je crois que c'est fondamental au niveau de l'école, bien sûr, la formation, l'essaimage, les pratiques, mais encore une fois, il ne faudrait pas penser que Grande-Synthe peut être un des premiers territoires expérimentés. Bien sûr, c'est un projet qui porte les autres, qui est leadership, qui donne une dynamique, mais c'est aux autres territoires de déterminer aussi. Il n'y a pas de modèle préconçu. On peut échanger des bonnes pratiques. On peut réseauter, on peut se rencontrer, se réunir, parler des difficultés. Mais ce qui vaut pour Grande-Synthe,
sur sa spécificité, son histoire. C'est ça qu'il faut prendre. On n'est pas hors sol, là, encore une fois. C'est quelle est son histoire, quel est l'historique, comment ça se constitue, que veulent faire les gens. C'est exactement ce qu'il faut faire avec les autres territoires. Et pour les petits, les tout petits, avant qu'on en arrive là, évidemment qu'il faut revoir la formation, les institutions, la formation, développer peut-être plus d'écoles en forêt, arrêter avec un modèle très théorique. Alors je peux parler aussi sur très franco-français aussi quelquefois, et d'essayer de mettre un peu plus de nature, pourquoi pas, d'aller dehors, de la permaculture, de commencer tout petit dans des... C'est quoi la délibération? C'est quoi le municipalisme? Commencer déjà à les éduquer à la prise de parole. Hein. Il y a du boulot, il y a des emplois créés, oui. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Très bien. Merci à tous les deux. Je voulais juste revenir sur une question auquel vous avez omis de répondre. Vous avez parlé d'accompagnement. Et c'est quoi accompagner? Mais même question aussi à Grande-Synthe, qu'est-ce qui est prévu en la matière? Et par rapport aux indicateurs, soyons modestes. Le mec qui, dans les années 2000, était capable de compter le nombre de smartphones pour dire qu'il y en aurait tant dans les années à venir, il n'existait pas. Donc il faut aussi être modeste et plutôt observer qu'est-ce qui apparaît que l'on n'avait pas imaginé et qui change quelque chose. Et ça, ce n'est pas un indicateur, mais c'est une sacrée obligation d'observation. On travaille sur de la matière humaine. Ce n'est pas des nombres de bouteilles ou de trucs comme ça. Hein. Donc, il faut être modeste dans les indicateurs, parce que souvent, on a des vieux indicateurs qui finissent par rien dire aussi. Et là, ça ne sert à rien. Alors, merci pour... je rebondis tout de suite. Bien sûr, quand je vous ai donné un exemple d'indicateur, c'est pour dire que ça existe. Mais ce qui compte, c'est expérimenter. Expérimenter, c'est du temps long. C'est-à-dire qu'on peut à la fois expérimenter vite, mettre en œuvre rapidement, c'est-à-dire valoriser ce qui se fait pour débloquer des fonds et essayer ensuite d'expliquer quand ça fonctionne, parce que le politique, il a aussi besoin de chiffres. Et pour les présidents de département, ils ont aussi besoin de voir que ça fonctionne. Les présidents de région, ils ont besoin. Donc c'est aussi d'aller vite pour montrer que ça peut fonctionner, expliquer, dire, voilà. Donc on a besoin tout de suite. Mais sur les indicateurs, c'est du temps long. Et dans les modèles que je propose, à la base, je suis quand même chercheur, c'est mon métier aussi. Donc moi, c'est plein de Clément. Comme ça, on en veut plein, des Clément super, qui font de la recherche-action. L'idée, c'est de reformer nos chercheurs. Il y a les tout petits, puis il y a les moyens petits. C'est-à-dire de voir aussi comment on repense la recherche. Comment est-ce que... Il est grand, mais il va bientôt avoir sa thèse, il va bientôt avoir, voilà, donc c'est très bien. Donc c'est l'idée, voilà, de réfléchir sur un temps long aussi sur ces critères-là. Donc c'est se donner le temps. Aujourd'hui, les chercheurs, ils sont au RSA, quoi. C'est compliqué derrière de trouver. Il faut voir comment finissent la recherche, elle est même plus valorisée. Donc c'est un moyen de mettre les chercheurs, de repenser aussi la recherche, de repenser la notion d'engagement. Je voulais parler de ma posture épistémologique. Je vous l'ai dit, j'assume, mais il faut avoir le courage de dire de quel point de vue on parle, pour pas le masquer, quelle est l'idéologie derrière, où on se situe. Donc elle est claire. Et sur l'accompagnement, bien sûr, alors là encore, il y a des modèles qui existent d'accompagnement. Il y a les territoires zéro chômeur, Carmonde, il y a les SNC Solidarité Nouvelle face au chômage. Il y a énormément de dispositifs et d'aides déjà nouvelles. Alors accompagnement, il faudrait peut-être trouver un autre terme, mais qui partent de la personne. C'est ça qui est important. Quand on dit décentraliser, c'est pas juste le modèle économique, c'est aussi aller au plus près de la personne. Partir des compétences, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, pas juste sa formation. Combien de gens sont dans l'alimentaire et font une activité à côté qui n'ont rien à voir. L'idée, c'est d'arriver à reconnecter aussi. Et pour les autres, de partir des dispositifs qui existent d'accompagnement. Qu'est-ce que veut faire la personne et de partir de ce prisme-là pour ensuite essaimer. Mais là, il y a des professionnels et il y a des gens qui sont formés à ça et qui peuvent former les autres. Oui, donc il y a la question très concrète de l'accompagnement, comment ça se passe aujourd'hui. Donc il y a eu l'annonce de cette mise en place du minimum social garanti. Moi, j'ai eu l'occasion de voir, parce qu'on a travaillé dessus pendant longtemps, j'ai eu l'occasion de voir les travailleurs sociaux qui, très rapidement, en fait, ont dit, on va pouvoir se concentrer sur notre cœur de métier, en fait. On va pouvoir voir les gens, se concentrer sur comment on va accompagner les gens. Ils auront des versements mensuels. On sait, de toute façon, ils reviennent tous les mois. Donc, il y a cette problématique. Déjà, on l'élude un petit peu. Et à côté, il y a cette question justement du profil et de l'accompagnement personnalisé, qui n'est pas uniquement un accompagnement vers l'emploi, parce que de toute façon, il n'y a aucune naïveté dans cette logique. Donc, il y a un lien avec la Maison de l'Initiative qui est...
la maison de l'emploi finalement, donc quelles activités les gens veulent faire et comment on peut les intégrer s'ils le souhaitent sur le marché du travail. Il y a l'accompagnement social avec le CCAS, il y a un lien très fort avec les associations aussi qui est créé sur ce dispositif, c'est créer un accompagnement adapté en fonction de chaque profil. Et ça c'est important. Après c'est pareil, on est dans les balbutiements de ce projet et de ces choses. Donc l'expérimentation c'est aussi la fragilité et on ne sait pas ce que ça donnera demain, on ne sait pas après-demain et c'est tester en fait, c'est pas on colle un modèle, on voit dans 5 ans et ça marche pas. Non, on verra, on construit ensemble, on pose des jalons et on verra comment ça se passe. Sur l'éducation, j'y reviens très rapidement. À Grande-Synthe, il y a un conseil municipal des jeunes, donc une implication politique des jeunes aussi, très importante. Il y a la question du budget participatif qui est assez important aussi. Il y a la ferme école, donc il y a vraiment aussi cette question éducative qui est pensée dès le début. Et sur les sans-abri et la question des personnes précaires, la réponse du maire sur les sans-abri à Grande-Synthe, de toute façon, c'est en fait, il n'y a pas de grands Saintois qui sont sans abri parce qu'on les identifie et on trouve des logements. Donc il y a la problématique migratoire, donc il y a un grand combat qui est mené là-dessus, mais il n'y a pas de sans-abri à Grande-Synthe, on trouve des logements quand on entend donc la détresse d'une personne. On va enchaîner après une courte pause, même si j'ai des craintes. Même si j'ai des craintes quant à la durée de cette pause, vu le retard que je nous ai laissé prendre. Mais ensuite, on enchaînera sur les questions de financement avec les intervenants prévus.